Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Aujourd'hui je te retrouve avec une vidéo qui change un peu d'habitude, tout simplement parce que cette vidéo m'a été inspirée par la chaîne La Carologie. Donc je te mettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'infos. En fait, elle est partie pendant presque 2 mois je crois en Inde seule. Et en fait dans cette vidéo où elle parle du fait d'être une femme et de voyager seule, elle raconte clairement toutes les merdes qui lui sont arrivées pendant son voyage parce que ça n'a pas forcément été tout rose tout le temps. Et en fait je me suis dit qu'on parlait souvent des bienfaits du voyage, des bons côtés du voyage, mais que malheureusement c'est pas toujours comme ça et que les mauvaises aventures, les mauvaises histoires, en fait ça fait aussi partie de ce voyage. Mais en fait c'est pas parce qu'il y a des mauvaises histoires qui nous arrivent que notre voyage il va être foutu. Du coup aujourd'hui, pour te montrer que même si j'ai adoré mes derniers voyages et mes expériences d'expatriation, si je puis dire, j'ai quand même eu des merdes aussi parfois, clairement. Et aujourd'hui je vais te les raconter pour que tu comprennes que non, le voyage c'est pas toujours parfait, mais qu'on arrive quand même à se faire des bons souvenirs. Alors on parle souvent du fait que quand on part en voyage c'est super cool de pouvoir rencontrer des locaux, parler avec eux et essayer de comprendre un peu plus leur culture en parlant vraiment avec des locaux et pas seulement avec des voyageurs dans le pays dans lequel t'es. Moi je peux te dire qu'à Cuba, même si j'ai adoré parler avec par exemple les hôtes des casas particulières dans lesquelles j'étais, à part ça, j'ai pas eu une expérience super géniale avec les locaux. Par exemple, quand j'étais à Vignales, donc en fait j'étais avec un pote, je faisais une randonnée dans le parc national de Vignales. Il y a des locaux, il y a des Cubains qui habitent dans ce parc national, donc on passait souvent devant leur maison. Et au bout d'un moment, on était en train de faire notre rando, et puis il y a un Cubain qui a vu qu'on passait devant chez lui, donc il est venu nous voir, bonjour, machin, et il nous a demandé si on avait besoin d'un guide pour aller voir je sais plus quel village qui est assez reculé dans le parc national de Vignales. Et on lui a dit que nous on n'avait pas besoin parce qu'on savait déjà la randonnée qu'on voulait faire, c'était une randonnée qui était balisée, qui nécessitait pas de guide. Et il nous a dit, il a un peu insisté clairement, il nous a dit que c'était vraiment un village qu'il fallait voir, donc c'était le village de Las Aquaticas, je crois, quelque chose comme ça, qu'il fallait absolument aller le voir, que c'était vraiment quelque chose d'inratable dans le parc national de Vignales. Et on lui a simplement répondu que on n'avait pas d'argent. Alors si, on avait de l'argent sur nous, le fait est que on avait de l'argent en cas d'urgence, entre guillemets, pour la journée, pour s'acheter de l'eau, pour s'acheter un peu à manger, mais on n'avait pas suffisamment pour payer un guide et dans tous les cas on n'avait pas envie. Donc on a commencé à le remercier, à lui dire au revoir, on a commencé à partir et là le gars il nous a dit non mais bien sûr que vous avez de l'argent, de toute façon vous êtes blanc. Et je t'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur mes 10 conseils pour voyager à Cuba, mais c'est vraiment l'impression que j'ai eue en fait quand j'étais à Cuba, c'était d'être toujours pris pour la vache à lait. Alors tu me diras, certes c'est la même chose dans plein de pays d'Asie, je l'ai un peu aussi vécu quand j'habitais au Cambodge, mais le fait de me taper une réflexion comme ça où on me dit non mais bien sûr que si t'as de l'argent t'es une vache à lait, sur le coup ouais j'étais un peu choquée, tout simplement parce que avec mon pote on avait juste pas voulu prendre de guide, sur le coup ça nous a laissé un peu amer quoi. Pour continuer sur les mauvaises histoires entre gros guillemets, quand j'étais à Cuba aussi, cette fois-ci à La Havane, les locaux aiment beaucoup te parler dans la rue, les Cubains ils viennent te voir, ils aiment savoir d'où tu viens et ça c'est hyper appréciable, je dis pas le contraire, sauf que bizarrement c'était toujours le jour du cigare et bizarrement le gars ou la nana qui venait nous parler avait toujours un pote qui vendait ses cigares à 50% ce jour-là, mais comme de par hasard quoi. Bref, je suis un peu tombée dans le panneau, qui dit Cuba dit cigares, donc forcément il fallait aller voir la cave à cigares et les cigares qui étaient vendus. Sauf qu'avec mon pote, on a vite compris qu'il y avait baleine sous gravier, littéralement, et que c'était pas du tout le jour du cigare à moins 50%, que c'était des cigares pas de contrebande, que c'était pas les vrais cigares, que c'était des cigares de mauvaise qualité, et que en gros c'était juste pour se faire de l'argent sur notre dos. Quand on l'a compris, on n'a pas dit ça au gars littéralement en face, mais on a gentiment fait comprendre qu'au final on n'était pas intéressé parce qu'il n'y avait pas le nombre de cigares qu'on voulait ou quelque chose comme ça, et le gars a commencé à s'énerver, limite à lever la main et en gros à nous dire de dégager assez vite parce que sinon il allait continuer de s'énerver. En fait ce genre d'histoire ça te donne pas envie en fait après de continuer d'essayer de connaître des locaux. Alors je parle pour Cuba, je parle pas pour les autres pays pour l'instant, mais c'est vrai que ces deux histoires là en fait ça m'a pas donné une bonne impression des Cubains, ce que je trouve dommage parce que j'ai passé qu'une semaine à Cuba et en l'espace d'une semaine j'ai eu deux histoires différentes, deux mauvaises histoires en fait avec des Cubains, parce que j'ai pas trouvé, parce que ça m'a pas laissé une bonne impression en fait. Ensuite je dis pas que j'ai été super maligne par rapport à l'histoire des cigares, mais j'ai tellement trouvé qu'on n'était pas considéré en tant que personne mais juste en tant que portefeuille, et beaucoup plus que dans certaines destinations, que en fait je pense que du coup si je reviens à Cuba j'essaierai pas du tout d'aller vers les locaux de la même manière, et je trouve ça dommage parce que je me doute bien que tout le monde n'est pas comme ça, mais malheureusement c'est l'impression que ça m'a laissé juste après une semaine là-bas quoi.
Pour changer de pays, cette fois-ci, je vais te parler d'une histoire au Canada. C'est quand j'habitais là-bas, c'était la première année où j'habitais là-bas, quand j'habitais à Ottawa. J'avais une semaine de vacances pendant le mois d'octobre, c'était aux environs du Thanksgiving canadien. Et avec mes colocs, on a décidé de partir pendant 3 jours à Toronto. Donc on a décidé de se trouver un couchsurfing. On trouve un gars qui vit en coloc avec un autre gars et... il y avait 3 Allemandes à ce moment-là qui logeaient chez lui, mais il nous dit qu'il y a de la place pour nous. Donc très bien, on décide de partir à Toronto, donc chez ce mec et son coloc. Mais sauf que le mec n'était pas là à ce moment-là, il était en Europe, du coup on a été accueillis par son coloc et par les 3 Allemandes, ça s'est super bien passé, franchement j'ai passé 3 jours géniaux à Toronto, là n'est pas le problème. Le problème c'est que quand on a accepté cette invitation en fait de ce gars sur Couchsurfing pour loger chez lui, il nous a demandé ce qu'on faisait au Canada, parce qu'il a très bien vu sur Couchsurfing qu'on était française, et on lui a dit que bah voilà, on était en échange universitaire à Ottawa et que on habitait là, qu'on en profitait pour découvrir le Canada pendant notre échange. Et il nous a dit que lui du coup ça lui ferait plaisir aussi, si le couchsurfing se passait bien sûr, de venir nous voir à Ottawa, chose à laquelle on a répondu qu'il n'y avait pas de problème mais qu'ensuite on pourrait pas le loger tout simplement parce qu'on n'avait pas de place. J'étais dans un appartement à Ottawa qui était... sommaire, c'est-à-dire qu'avec mes colocs on n'avait même pas de canapé et on était dans des lits simples, donc autant te dire qu'on n'avait pas franchement d'espace pour l'accueillir, le pauvre coco. Et il nous avait dit qu'il n'y avait pas de problème, qu'il passerait à Ottawa pour la journée s'il devait partir pour son boulot plus dans l'est du Canada. Jusque là tout va bien. À la suite de ces 3 jours à Toronto, en fait, le gars m'a envoyé, je pense, au minimum un message sur Facebook par mois, toujours hyper insistant pour qu'on lui fasse de la place chez nous, pour l'inviter, pour qu'on se voit. En fait, moi, le voir, c'était pas le problème, tu vois, qu'on prenne un café s'il passe par Ottawa, sinon on revenait à Toronto, il n'y avait pas de problème. Moi, en fait, ce qui m'a dérangé, c'était sa manière d'insister tout le temps. On avait beau lui faire comprendre qu'on n'avait pas de place pour qu'il puisse dormir chez nous, mais qu'à la limite, on pouvait s'arranger avec des potes ou quoi que ce soit. Lui, il voulait absolument dormir chez nous. C'est limite si le gars était pas en train de me dire qu'il voulait dormir dans mon pieu. Et au bout d'un an, à recevoir en moyenne 1 à 2 messages sur Facebook de sa part chaque mois, sachant qu'entre temps j'avais changé d'appart une fois à Ottawa et qu'après j'avais déménagé à Montréal, j'ai juste décidé de le supprimer de Facebook et de couper tout contact en fait. Sur le principe, ça n'a pas été une mauvaise expérience pendant mon couchsurfing à Toronto, ça a été une mauvaise expérience après, où en fait le gars a pas compris que même si couchsurfing c'est basé sur un échange de bons procédés, c'est pas qu'on ne voulait pas, c'est qu'on ne pouvait pas. Et la manière dont il insistait, on avait l'impression que c'était pas le problème qu'il puisse pas dormir chez nous, c'était le problème qu'il puisse pas dormir avec nous. Et moi clairement ça m'a mis super mal à l'aise. Enfin, j'adore rencontrer des gens, c'est pas le problème, mais si le gars, ou la nana d'ailleurs, si ça avait été une fille, me met mal à l'aise à ce point et à ce point insistant et ne veut pas comprendre les choses, en fait j'ai pas envie de continuer à essayer de contacter ou de voir cette personne tout simplement. Si tu veux savoir, depuis cette époque, donc depuis du coup 4 ans maintenant, j'ai toujours un profil sur Couchsurfing que je n'ai plus jamais utilisé après ça, tout simplement parce que je suis toujours tombée sur des profils de personnes qui me proposaient de venir chez eux quand je faisais une demande de Couchsurfing dans une ville spécifique. Et forcément, la plupart du temps, je tombais que sur des gars qui n'avaient pas du tout envie de rencontrer des personnes, ou en tout cas pas dans ce but-là. Enfin bref, on n'avait pas le même objectif de rencontre, on va dire. Je suis toujours tombée sur des personnes qui étaient hyper louches, qui n'avaient pas du tout le même objectif que moi, c'est-à-dire genre de rendre service et de rencontrer des gens. Donc maintenant, je n'utilise plus Couchsurfing. Je sais que c'est dommage parce qu'il y a des gens qui ont des superbes expériences avec ce site. Moi, ça n'a pas été le cas et je renouvellerai pas l'expérience juste pour ça. Donc après cette superbe histoire avec Couchsurfing, je vais te parler d'une histoire qui m'est arrivée la première fois que je suis partie au Vietnam, donc en 2013. Alors, sur le coup, ça a été une mauvaise histoire. 2 jours plus tard, je rigolais, mais ça a été, je pense, la pire journée de mon séjour de 1 mois au Vietnam, parce que c'est le jour où j'ai oublié mon passeport. En fait, au Vietnam, dans les hôtels et les auberges de jeunesse, la plupart du temps, quand tu fais ton check-in, on te prend ton passeport et en fait, ils le gardent un peu comme une espèce de caution si tu préfères. Ils le gardent pendant toute la durée de ton séjour. Donc moi, j'étais à Mui Ne, donc c'est à côté de la grande ville hyper touristique de Phan Thiet, c'est dans le sud du Vietnam à peu près. Donc moi, j'étais à Mui Ne et j'ai tout simplement oublié mon passeport dans l'hôtel dans lequel j'étais quand je suis repartie, et le réceptionniste a aussi oublié de me le rendre parce que normalement quand tu fais le check-out, bon, c'est toujours mieux de demander ton passeport. Moi j'ai totalement zappé, donc c'était aussi de ma faute, mais le réceptionniste ou la réceptionniste est quand même censé y penser aussi et te le redonner. Je me suis rendu compte que j'avais oublié mon passeport. Ça faisait déjà 20 minutes que j'étais dans le bus pour rentrer à Ho Chi Minh Ville. Honnêtement, c'est la première fois de ma vie que j'ai littéralement fait arrêter un bus en race campagne.
que j'ai réussi à choper un taxi à la New-Yorkaise en 2 secondes pour aller chercher mon passeport, revenir. Et le pire, qu'à la fin, le bus m'attendait encore. Le bus était resté au même endroit, en plein milieu de la rase campagne, et il m'attendait. Donc je suis revenue, mais rouge de honte, parce que moi je pense que si cette histoire m'était arrivée, si j'avais été à la place des passagers qui attendaient dans le bus, franchement j'aurais pas été super contente. Et bah là, tous les Vietnamiens ils s'en foutaient, ils étaient soit en train de dormir, soit ils me disaient c'est bon, vous avez récupéré votre passeport, tout ça en anglais hyper gentil. Au final tout est bien qui finit bien, mais sur le coup, le fait de savoir qu'on a oublié son passeport dans un pays où à la base on ne parle pas la langue, à quand même 12 000 km de chez soi, surtout que c'était littéralement mon premier voyage seul, loin, enfin seul, j'étais avec une copine mais sans mes parents, loin, sur un tout nouveau continent pour moi, franchement ça m'a bien fait flipper.